Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Arrestation de Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko. Il tentait de quitter le pays. Son rapatriement est prévu dans les prochaines heures. Intervention militaire de la CEDEAO. Le député Thierno Alassane Sall est contre cette option. Il invite le président de la République à ne pas engager le pays sans l'accord de la représentation nationale et du peuple. La rubrique Portrait du jour part à la rencontre de Hassan, cordonnier établi à la Médina. Après avoir tenté à plusieurs reprises de rejoindre l'Europe, il a décidé de lancer son business avec l'appui de l'État du Sénégal. Et puis dans la rubrique article de la semaine, El Hadj Malick Cissé va nous faire le point sur les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine du placement sous mandat de dépôt de Ousmane Sonko au choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'avocat français Juan Branco il a été arrêté alors qu'il était en partance pour la Mauritanie. Son rapatriement est prévu dans les prochaines heures sous un mandat d'arrêt international requis par le procureur de la République. Il avait débarqué à Dakar contre toute attente pour participer à la conférence des avocats de Ousmane Sonko. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Lancement des assises de la gauche, une initiative de 20 partis politiques de la gauche. L'objectif est de mettre en place une nouvelle gauche plurielle, unie et panafricaine. Au cours donc de cette rencontre, Moustapha Niasse a fait donc savoir que la coalition Benno Bokk Yakaar pourrait bien avoir une candidate. Il a d'ailleurs donné un nom, le secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès qui a auditionné les candidats à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar a fait cette révélation. Je vous propose de l'écouter. Il y a un processus qui est en cours, qui a consisté à un certain moment, non pas à auditionner, comme si c'était d'un examen oral à l'université, mais d'échanger avec des candidatures déclarées, candidature à la candidature de Benno Bokk Yakaar. C'est une fois que nous aurons dépassé cette phase-là que Benno va avoir un candidat ou une candidate. Parce que parmi les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté, il y a une dame. Mais écoutez, je vais vous donner son nom. C'est Madame Awa Diop Mbacké, présentement chargée de mission à la présidence de la République. Elle est sur les candidats dont Benno a pris les noms et les prénoms. Et elle est gérée au même titre, au même niveau que les 10 autres candidats à la candidature. Ce n'est pas encore fini, le processus se poursuit, on est à la phase finale. La date fondamentale qui est prévue par le code électoral, c'est le 28 août. C'est la date à laquelle les opérations du parrainage doivent commencer. Donc nous avons encore jusqu'au 28 août. Ça, c'est la loi qui le dit. 28 août. On est aujourd'hui le 5. Il reste encore quand même 23 jours. En tout cas, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Nous restons dans Benno Bokk Yakaar et nous y resterons. Donc le verbe au pluriel. Nous y sommes et nous y resterons. Quel que soit Alpha. Je le disais en titre, le député Thierno Alassane Sall est contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le parlementaire invite d'ailleurs le président de la République à ne pas engager le pays sans l'accord de la représentation nationale et le peuple. Des propos tenus lors de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral. Thierno Alassane Sall est ici au micro d'Alunso. Après avoir condamné effectivement le coup d'État perpétré contre le président Bazoum dans des conditions qui ne sont pas dignes d'une démocratie, je voudrais rappeler que le peuple du Niger subit des sanctions parmi les plus dures au monde, contre un des peuples les plus pauvres au monde. Mais au-delà, elle risque de renforcer la rébellion à Port-au-Prince.
parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger de ses moyens de riposte face à la guerre. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la CEDEAO s'est faite sans que les peuples aient été consultés à travers un référendum. Ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risque d'être de plus meurtrières dans la sous-région. Qui risque d'être scinder la sous-région en deux parties. D'un côté, des États qui seraient favorables au Niger, à son régime actuel, et de l'autre, des États qui seraient. Alors, puisque nous en sommes à la deuxième session extraordinaire, mesdames, messieurs les députés, je pense qu'il est de notre responsabilité, en tant que représentant du peuple, de pouvoir se saisir de cette question. Il ne nous coûte rien d'en débattre. Il ne nous coûte rien d'inviter nos différents chefs d'État, en particulier le peuple sénégalais, le chef d'État du Sénégal, à ne pas engager le pays sans l'adhésion du peuple sénégalais et sans l'adhésion de sa représentation nationale à ce qui est en train de se préparer au Niger. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'élément. Les Sénégalais établis au Niger donnent de leurs nouvelles après le coup d'État. Certains d'entre eux estiment qu'ils subissent des menaces. Mort. D'ailleurs, le président des Sénégalais établis au Niger est intervenu donc sur nos antennes. Vous l'avez entendu donc dans l'édition Wolof présentée par Modou Mbakenyon. Ces Sénégalais donc estiment qu'ils subissent des menaces de la part des Nigériens. Nous y reviendrons sûrement également avec l'élément français dans les prochaines éditions. Visite des travaux réalisés dans le cadre des mesures compensatoires liées au projet d'installation d'infrastructures de gestion des déchets au niveau de la forêt classée de Mbao. Le Promojet va accompagner les agents des eaux et forêts avec la construction d'un centre d'études et de recherche à la forêt de Mbao. Boudal Ndiaye et Cheikh Maguette Mbaye. L'un des projets phares de la modernisation de la décharge de Mbobos, qui est le centre de transfert de tri, va être construit dans la forêt classée de Mbao. Du protocole d'accord qui lie le Promojet avec la direction des eaux et des forêts. Donc nous avons signé ensemble une convention avec différents engagements. Et tout ceci, c'est dans le cadre de la mise en place des infrastructures de gestion et de traitement des déchets de la région de Dakar. Donc, comme vous le savez, Dakar quand même souffre de disponibilité foncière. Donc, pour accueillir les infrastructures, nous avons retenu ensemble de planifier la mise en place de ces infrastructures au niveau des forêts de Sébikotane et de Bambilor. Donc ça, c'est vraiment un engagement que le ministère de l'Environnement, à travers la direction des eaux et forêts, a bien voulu faire, en plus effectivement du centre de transfert et de tri qui est ici à Mbao, au niveau de la forêt classée de Mbao. Donc c'est 3 sites qui vont permettre quand même d'accueillir des infrastructures de gestion et de traitement des déchets qui sont construits à travers le Promojet. La mise en œuvre de ce projet de gestion des déchets au niveau du poumon vert de Dakar sera bien accueillie par les agents des eaux et forêts qui comptent impliquer la population. Saluer ce partenariat que nous avons noué avec le Promojet qui entre dans le cadre du déroulement normal des activités d'un État, parce que l'État c'est la complémentarité et c'est la synergie. Et le Promojet, comme l'a dit le directeur Diagne, avait un besoin de trouver des sites pour ces centres de transfert, de tri, mais également de stockage. Et là, comme la forêt classée quelque part, c'est une réserve foncière. Et donc, tous ces des projets de l'État au profit des communautés. Et donc, vous avez noué ce partenariat pour leur permettre d'avoir ces sites-là, mais également en retour, ils nous aident dans le renforcement de nos capacités à travers l'amélioration des conditions d'accueil avec la réfection des bâtiments servant de bureaux, mais également la construction de l'herbier national. L'herbier national qui est une première au Sénégal, parce que c'est, comme l'a dit M. Diagne, donc ça a plusieurs fonctions et plusieurs services, des fonctions éducatives, de recherche, mais également de développement. Parce qu'un herbier national, ça permet à toutes les populations arrivées de pouvoir visiter, de connaître quelles sont les espèces que nous avons au Sénégal, et quelles sont les caractéristiques, mais également aux élèves, dans le cadre de l'éducation environnementale, de bien comprendre. Le projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal entre dans la dernière phase de modernisation de la décharge avec la construction d'infrastructures pour accompagner les agents des eaux et forêts.
Boudal Ndiaye, la forêt classée de Mbao fait face à plusieurs problèmes. L'eau inonde la forêt. Le directeur adjoint eau et forêt, chasse, conservation des sols lance un appel pour la préservation du poumon vert de Dakar. Babacar Ndion est le directeur adjoint aux et forêts, chasse, conservatoire des sols. Il est ici au micro de Boudal Ndiaye. Oui, la forêt, vous l'avez vu, on a visité une partie, les voies d'écoulement des eaux venant de Kermassa, des quartiers de Tcharoy et tout ça là. Mais par moment, on a vu que c'est obstrué avec le tifa, l'ensablement, et ça a des impacts sur la végétation. Vous avez vu la mortalité de certaines espèces, parce que quand l'eau stagne, c'est pas bon pour la végétation, pour certaines espèces, ils ne peuvent pas survivre parce qu'il y a l'asphyxie, et c'est pourquoi on observe ceci. Mais il faut dire que cette eau stagnante peut avoir également des conséquences sur les infrastructures que nous avons. Et donc c'est pourquoi il y a des mois de cela, donc une mission conjointe a été commanditée par le gouverneur pour pouvoir venir voir l'état de la végétation des eaux stagnantes, et un rapport a été produit. Je pense qu'il va falloir que les gens travaillent en synergie pour permettre à ce poumon vert de Dakar de pouvoir persister et résister, mais également survivre au profit des communes. Vous avez vu, on a vu des gens qui récoltent des fruits d'anacarde pour les vendre, c'est des gains économiques, et c'est ça parmi les services écosystémiques que la forêt nous procure, et d'autres services de récréation, mais également de séquestration de carbone que nous voulons perdurer à travers ce partenariat avec le Promoged que nous saluons et remercions. Et tous les autres partenaires également qui interviennent directement ou indirectement au niveau de la forêt classée pourront s'inspirer de cela pour pouvoir aider à maintenir en vie cette forêt classée. 35 Belges et 48 jeunes Sénégalais regroupés par le programme à la citoyenneté mondiale et solidaire. C'est pour des activités de citoyenneté à Louga. Ils sont encadrés par le FESOP Louga, accompagnés par l'ONG Défi Belgique Afrique. Pendant une douzaine de jours, ces jeunes, à travers des immersions, vont aborder plusieurs thèmes. Correspondance à Louga, c'est Koudialo. La cérémonie d'ouverture était riche en couleurs musicales. Il s'agit du programme Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire qui s'organise depuis 2017 avec l'ONG Défi Belgique Afrique. Des thématiques essentielles se font à travers des formations. Des jeunes décidés à vivre ensemble, dans la solidarité, dans la tolérance, l'interculturalité, pour un vivre ensemble, mais gage de paix. Mais durant l'année, c'est des thématiques essentielles qui se font à travers des formations mensuelles à Bruxelles comme à Louga. Vivre ensemble, genre, égalité, écologie, agroéconomie. Donc toutes ces thématiques sont revisitées par les jeunes qui disent qu'ils doivent grandir en s'éduquant pour devenir les dirigeants de demain. Vous voyez donc l'ambition. À travers ce programme, des immersions intéressantes se font, selon Amina Konaté, co-coordinatrice du Tweet Sénégal 2023. Les immersions, parce qu'elles sont au nombre de plusieurs, pour en citer quelques-unes, il y a le jardin botanique, la radio, handicap for éduc, etc. Et donc les immersions, c'est le cœur du séjour au Sénégal. Nous avons quelques jours pour nous acclimater au pays. Et puis en fait, pendant plusieurs jours, les jeunes Belges vont rencontrer leurs correspondants sénégalais et vont partager les immersions avec eux. Et en fait, les immersions, c'est surtout un outil d'échange pour permettre aux deux groupes de jeunes qui vivent des réalités à la fois similaires sur certains plans, mais très différentes sur d'autres, de partager leur quotidien, de partager leurs réflexions sur différentes thématiques importantes et voilà, de juste créer l'interculturalité. 14 lycées et collèges sont ciblés par le FESFOP dans le département de Louga. L'éducation et la citoyenneté, une thématique très intéressante selon les organisateurs. À travers ce programme, 35 jeunes Belges et 48 jeunes Sénégalais ont participé à ces immersions. Sékou Diallo, il faut désormais débourser entre 1300 et 1500 francs CFA pour 1 kilo d'oignons. Les prix de denrées alimentaires ne cessent de grimper. Face à cette situation, certaines femmes préfèrent cuisiner d'autres plats. Elles mettent donc, on croit, sur le yassa. Elles l'ont dit dans ce reportage que nous propose Ami Diouf.
Il n'est plus possible de préparer du bon yassa ou pour le faire, il faut débourser une somme pour savourer ce délicieux plat. La cherté de l'oignon oblige. Dans sa cuisine, en train de préparer une sauce aux petits pois, la jeune fille s'indigne de la flambée du prix de l'oignon. Acheter un kilo à 1500 ou 1400 n'est pas du tout facile. Pour préparer une sauce maintenant, au lieu d'acheter 1 kilo, nous achetons 500 grammes. C'est difficile à gérer, surtout quand on est dans une grande maison familiale. Certains parlent de 1300 francs pour le kilogramme, mais cette mère de famille l'achète à 1500 francs dans la boutique du quartier. Moi, j'achète le kilo à 1400 jusqu'à 1500. En plus, c'est l'oignon local. Je ne comprends vraiment plus. C'est pourquoi elle ne prépare plus les sauces à base d'oignons, ou plutôt, elle les prépare à sa manière. Je ne prépare plus du yasse. Soit je prépare du caldo avec un peu d'oignon, soit je fais de la marinade et je la mélange avec du riz blanc. Le panier de la ménagère est de plus en plus lourd. Conséquence, Jacqueline Gomis prépare un repas pour deux le midi et le soir. Maintenant, je prépare le repas du midi seulement. Je sacrifie beaucoup de choses pour pouvoir donner à manger aux enfants. Parce que si la nourriture n'est pas bonne, ils refusent de la manger. J'ai préparé aujourd'hui le plat qu'on appelle chou. Mais vraiment, ça n'a de chou que de nom. De 1000 francs, le prix du kilogramme de l'oignon est passé à 1500 francs, une hausse qui inquiète les ménagères dans un contexte de flambée des prix sur le marché. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique Portrait de la semaine. La rubrique Portrait de la semaine part à la rencontre d'un cordonnier qui fabrique des chaussures pour hommes et femmes à Sène, qui s'est installé à la Médina, a d'abord tenté l'aventure de l'immigration clandestine à 3 reprises. Aujourd'hui, grâce à un financement de l'État du Sénégal, il a pu ouvrir son propre business. Il ne se plaint pas, n'est-ce pas, Senou Babou? La cordonnerie, c'est sa passion. Après 4 tentatives avortées, Hassan a fini par oublier l'immigration clandestine. Sa dernière tentative remonte à quelques petits mois. Aujourd'hui, il tient une boutique qui lui appartient grâce à l'appui du gouvernement. Même l'année dernière, j'ai pris une pirogue, mais le voyage n'a pas abouti. Car on m'a appelé pour me dire que les capitaines de la pirogue ont été arrêtés. C'est quand j'ai fait une interview avec un site de la place que Mati 3 Pommes m'a appelé pour me mettre en contact avec des structures de financement que l'État a mises en place. C'est grâce à ces structures que j'ai commencé mon propre business. Pour Hassan, sa réussite dans la vie devait et ne pouvait s'écrire qu'en Europe, comme la plupart des jeunes de son âge qui empruntent la mer dans des pirogues de fortune au péril de leur vie. Avec le recul, ils se confient à cœur ouvert. J'étais à la rue, je travaillais là-bas, mais ce que je gagnais n'était pas très suffisant. C'était juste pour vivre au jour le jour. Et je ne veux pas de cela. Sinon, comment ferais-je une fois vieux? Alors qu'en Europe, je pourrais gagner assez et construire au moins et assurer ma retraite. Même pas 5 ans, même pas 10 ans. Dans cette reconversion, tout n'est pas facile. Au contraire, la clientèle essentiellement malienne se fait rare depuis la fermeture des frontières avec le Mali. Mais pas que, la concurrence chinoise leur cause également beaucoup de problèmes. Parce que dafa am suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi fi nekk muy ay Chinois di wàcc ay matériels yoo xam ne ñun li man dàll bii nii ma liggéey tey. Tu as vu ces chaussures que j'ai fabriquées? Comment elles sont belles. Les Chinois peuvent le copier et fabriquer la même chose, mais de mauvaise qualité, qu'ils vont essayer de vendre moins cher. La fermeture de la frontière malienne aussi nous a handicapés, car ce sont les Maliens qui sont nos clients. Depuis un mois, j'ai du mal à écouler mes bagages. Actuellement, c'est une frontière ñun daa tëj. Un mois ngi nii parce que sama liggéey lii ma teg yëpp ay sogu dàll la demul fenn. Hassan dit rendre grâce à Dieu qui lui a remis les idées en place, ce qui l'a insufflé la force d'entreprendre.
Cependant, il vit les temps difficiles comme tout le monde. C'est pour cette raison qu'il invite les autorités à davantage accompagner les jeunes. Mamzelo Babou, merci. Et place à présent à la rubrique Actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, dominée donc par l'attaque au cocktail Molotov du bus Tata 65 qui a fait 2 morts et 5 blessés. Cette semaine fut également marquée par la détention de Ousmane Sonko placé sous mandat de dépôt. La coalition Benno Bokk Yakaar cherche toujours son candidat. Le président de la République prolonge le suspense au sein de sa coalition. Elhadji Malick Cissé. Double peine pour Ousmane Sonko, affiche à sa une Le Soleil qui fait allusion au placement sous mandat de dépôt du leader du parti PASTEF et la dissolution de son parti. L'opposant Ousmane Sonko, leader de PASTEF Les Patriotes, a été inculpé lundi et placé sous mandat de dépôt pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol de téléphones portables, entre autres. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité a été officiellement dissous, justifiant cette décision que PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels. C'est l'escalade, selon Sud Quotidien, Ousmane Sonko en prison. Titre Libération, faisant état de 3 morts à Dakar et à Ziguinchor dans les manifestations qui ont suivi l'annonce de son placement sous mandat de dépôt. Le Témoin parle de nuit noire sur la démocratie. Macky Sall déchire le projet PASTEF, selon le quotidien Besbi. Il était aux portes du palais, c'était en tout cas le chemin que beaucoup lui avaient tracé. Mais parce que cet homme à la taille longiligne se voyait aussi tailler un costume de 5e président de la République. Difficile de lui ôter un tel statut au regard de ses résultats électoraux politiques. Sa popularité, un populiste aussi, écrit le journal. L'horreur s'exclame en une Besbi au sujet de l'attaque du bus. Le quotidien du groupe E-Media Invest écrit « L'acte est inhabituel au Sénégal, il est cruel. Des individus à bord de scooters ont mis le feu sur un minibus Tata à Yarar. Le bilan provisoire est de 2 morts et 5 personnes gravement brûlées. Un attentat terroriste, selon le ministre de l'Intérieur, qui semble faire un lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Un cocktail Molotov lancé contre un minibus transportant des passagers entre Kounoune et Colobane dans la région de Dakar a fait 2 morts mardi soir dans la commune de Hann Bel-Air. 5 personnes ont eu des blessures graves, selon Antoine Félix Diome qui a dénoncé un acte terroriste. 2 morts et 5 blessés graves affiche à sa une Le Soleil qui décrit les lieux du drame. Un bus complètement transformé en ferraille, l'odeur âcre de la fumée agresse les yeux et les narines. Enquête parle de faits inédits au moment où le quotidien évoque l'effet d'une bombe. L'attaque au cocktail Molotov est une pente dangereuse, dit Walf Quotidien. De la barbarie, selon l'Observateur. C'est toujours le suspense au sujet du choix du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle, selon l'AS, soulignant que la rencontre jeudi entre Macky Sall et les candidats à la candidature n'a pas débouché sur un compromis, ni même sur le choix de celui qui devra porter les couleurs marron-beige à la prochaine présidentielle. L'Observateur parle de chaudes rencontres au palais entre Macky Sall et les candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas de nom, mais beaucoup de déclarations, des serments et des professions de foi. Après 4 heures d'échange, la réunion convoquée ce jeudi au Palais de la République par Macky Sall avec ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar et les 11 candidats à la candidature
de BBY pour la présidentielle de 2024 n'a pu vider le contentieux, rapporte l'Obs. Le douloureux accouchement, titre enquête, qui écrit à Benno Bokk Yakaar, la recherche du candidat idéal se révèle être une gageure. Avant-hier, les prétendants ont plaidé leur cause devant Macky Sall, Niass, Aminata Mbengue Ndiaye, entre autres. Des primaires ont été évoquées puis abandonnées, faute de temps pour les organiser. Auditionné par Niass, Matar Cissé a décliné toute candidature et il a tout simplement quitté la rencontre. Selon Besbi, Macky prolonge le suspense. C'est toujours la fumée noire pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Au mot des sports, dans cette édition, l'équipe du Sénégal a donc perdu la finale de l'Afro-Basket face au Nigeria. Les Lions se sont inclinés 84-74 donc, devant le Nigeria. Là, c'est la 4e confrontation en finale entre les deux équipes. Le sélectionneur national Moustapha Gueye se dit fier de ses joueuses. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de notre envoyé spécial à Kigali, Sekou Seydi. Quand on perd une finale, on est forcément déçu pour tous les gens qui attendaient ce trophée continental. Mais en tout cas, je vais féliciter toutes mes joueurs qui ont tout donné, tout ce qu'ils avaient, ils ont fait. Félicitations au Nigeria. Je magnifie un peu, vraiment beaucoup la volonté qu'ils avaient de tenir tête au Nigeria, de gagner ce match. Mais dans certains aspects du jeu, ça n'a pas été suffisant. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis très satisfait de la prestation des joueuses. C'est un ensemble, beaucoup de jeunes joueuses qui découvrent la Coupe d'Afrique. Donc c'est difficile pour elles d'être dans le tempo. On a encore concédé beaucoup de rebonds défensifs. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que finalement le Nigeria a gagné. Mais il ne faut pas baisser la tête, on est fiers de notre parcours. Moustapha Gueye, entraîneur de l'équipe nationale, annonce son départ à la tête de cette équipe, mais il va continuer à occuper le poste de directeur technique national, en honneur, selon lui, d'avoir servi sa nation. Mon dernier match avec l'équipe nationale féminine, nous allons évaluer, et puis un autre sélectionneur sera nommé dans les mois à venir pour préparer 2025. Je vais me consacrer à mes tâches de directeur national, et être dans la formation, dans les commissions de jeunes. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, je suis très content d'avoir eu l'opportunité de servir mon pays à travers le basket que je connais plus ou moins. Maintenant, comme on dit, une mission s'est terminée aujourd'hui. Une autre va continuer avec la direction technique. Je vais souhaiter bon vent à mon successeur et vraiment féliciter les joueurs avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, parce que ça a été un grand plaisir. Pour le futur de la sélection, on prend le temps d'abord de mettre le premier jalon, c'est d'abord le profil du prochain sélectionneur. On va y travailler avec la fédération dans les mois à venir, on en parlera après. Il mettra son chantier en place et on l'aidera à travailler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.